Donc, pour chaque petit plaisir que nous tirons de la poursuite et de l'obtention de ce que nous recherchions, la chute qui s'ensuit paraît douloureuse. Et tout ce que nous avons à faire pour revenir à un niveau de base de dopamine, renouveler cette ressource, c'est d'attendre et de veiller à ne pas essayer de déclencher encore plus de dopamine pendant ce temps. Donc, vous avez demandé si je devrais prendre de la caféine en plus de l'entraînement et de la musique à fond. Les gens diffèrent sur le spectre de la dopamine, mais attention à son accumulation. L'entraînement lui-même stimule sa libération. L'eau froide stimule la libération de dopamine. Mais si vous commencez à faire de l'entraînement, de l'eau froide, écoutez votre musique préférée, en plus de prendre, disons, un stimulant. Évidemment, les stimulants dont nous parlons ne sont pas terribles, mais certains des stimulants plus puissants qui existaient alors, comme l'éphédrine quand j'étais à l'université, mais maintenant les gens prennent... On peut savoir si quelqu'un a beaucoup de dopamine et d'adrénaline dans son système en observant ses pupilles dilatées, ce qui est un peu paradoxal. Quand les pupilles sont grandes, votre ouverture visuelle est étroite. Cela a simplement à voir avec ce qu'on appelle l'accommodation de l'œil, l'optique de l'œil. Donc, souvenez-vous, de grandes pupilles signifient que quelqu'un a un taux élevé de dopamine et d'adrénaline. Cela peut être induit par la drogue, par la situation, etc. De petites pupilles indiquent un état de relaxation. Bien sûr, cela va aussi être modulé par la luminosité de l'environnement à cause du fonctionnement de ces systèmes. Mais quand vous voyez quelqu'un avec les yeux grands ouverts, eh bien, la dopamine et l'adrénaline font aussi autre chose. Elles déclenchent l'activation des noyaux crâniens, du tronc cérébral, qui provoquent l'ouverture des paupières. Elles provoquent aussi un effet de regard vers le haut. Quand on est fatigué, que se passe-t-il ? Nos yeux se baissent. Quand on est éveillé, les paupières sont ouvertes et les yeux sont relevés. Ils ne sont peut-être pas relevés comme ça, mais cela est lié à 3 noyaux de nerfs crâniens différents. Pour les futurs étudiants en médecine, vous apprendrez ce que c'est. Donc tout cela a un sens parfait. Parce que la nature est belle et la biologie est bien organisée pour nous. Mais si on commence à empiler les comportements, la pharmacologie et aussi les états d'esprit qui augmentent la dopamine, c'est super. Mais cela signifie que si vous obtenez une très grande augmentation de dopamine, eh bien, cet après-midi-là, vous pourriez ne pas ressentir l'envie de travailler. Vous pourriez vous demander pourquoi je dors l'après-midi, pourquoi je suis moins motivé. De nos jours, surtout dans la Silicon Valley, on entend parler du jeûne de dopamine. Vous savez, les gens disent « je ne veux même pas regarder le visage de quelqu'un d'autre, je ne vais rien manger de savoureux, je ne vais rien faire qui stimule la dopamine ». Bien sûr, cela va réinitialiser ce que vous trouvez plaisant. Mais soyons réalistes, la meilleure façon de faire les choses serait de moduler la libération de dopamine, de la contrôler, de la faire fonctionner pour vous. Et chacun est différent, donc pour certaines personnes, ça doit être la musique, le pré-entraînement. Vous savez, 4 tasses d'espresso et vous savez, quelqu'un qui leur crie au visage qu'ils doivent le faire. Eh bien, pour d'autres personnes, nous avons besoin de moins de ces variables. Mais tout le monde doit apprendre à ressentir ce qu'il éprouve avant, pendant et après un comportement. Selon moi, la bonne quantité d'exercice est celle que vous pouvez faire régulièrement et intensément, tout en vous permettant de fonctionner et de faire les autres choses bénéfiques de votre journée, à moins que vous ne soyez un athlète professionnel. Bien sûr, certains s'entraînent tard dans la journée sans que cela me pose problème. J'ai un peu été attaqué par... Récemment, les fitnessinistas m'ont critiqué en ligne parce que j'ai dit que s'entraîner tôt dans la journée déclenche une impulsion de dopamine. Je suis comme... S'entraîner tard dans la journée a été démontré dans ces 19 études. Bien sûr, une température corporelle plus élevée plus tard dans la journée améliore la lubrification des articulations et l'acuité mentale. Mais pour la plupart des gens qui veulent simplement bouger plus et optimiser leur concentration et leur productivité, s'entraîner tôt dans la journée sera probablement le meilleur choix. Mais il vaut mieux s'entraîner à un moment que pas du tout. Mais si vous vous entraînez tard dans la journée, si vous vous entraînez tard le soir, avec une température corporelle élevée, sous des lumières vives, en buvant un pré-entraînement, il est facile de comprendre pourquoi vous avez du mal à dormir la nuit. Vous ne faites qu'augmenter la température de votre corps. Ainsi, beaucoup de ces technologies, et ici ce n'est pas une promotion, nous n'avons, du moins pour l'instant, aucune relation avec aucune d'entre elles. Je ne vais même pas les nommer. Il existe aujourd'hui de nombreuses technologies pour rafraîchir votre lit. Ce tapis-ci ou celui-là pour faire baisser votre température corporelle la nuit et mieux dormir. Donc si vous commencez à réfléchir à cela, et que vous avez une structure rationnelle, cela a du sens. Il est également logique que, par exemple, après une grande victoire, parfois nous ressentions une chute,
et que nous ayons besoin de temps pour nous réinitialiser. Et cette dépression plus basse, parfois les gens font l'erreur de sortir et de chercher plus de dopamine. L'un des domaines qui m'inquiète vraiment, simplement parce que j'en entends parler si souvent et que ce n'était pas un problème quand je grandissais, c'est que beaucoup de jeunes hommes en particulier viennent me voir, parce que d'après les questions que je reçois, ils regardent beaucoup de pornographie très intense. Et cela a, nous le savons, il y a des études en cours à Stanford et ailleurs. La pornographie crée une forte poussée de dopamine. Ce sont des circuits très primitifs qui d'une certaine manière peuvent submerger le système dopaminergique. Et puis, vous savez, il se passe autre chose. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui tirent toute cette excitation du fait de regarder d'autres personnes avoir des rapports sexuels. Puis, ils se retrouvent dans une situation réelle et réalisent soudain qu'ils ne vivent plus ça à la troisième personne. Ta présence réelle dans cette scène les déstabilise complètement. Je ne suis pas de ceux qui sont anti-porno. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste un scientifique, je rapporte les faits. Je dis toujours que je ne suis pas médecin. Je ne prescris rien. Je suis professeur, donc je professe des choses. Une fois que tu comprends la dopamine, tout cela devient parfaitement logique. À toi de voir ce que tu veux en faire. Ils reçoivent cette énorme libération de dopamine à partir de quelque chose d'extérieur à eux. Et la vraie vie ne reproduit peut-être pas l'intensité de la combinaison de ces variables, n'est-ce pas? Ou alors, les gens s'entraînent pendant un certain temps avec enthousiasme, prenant des produits pharmaceutiques pour y arriver, mais finissent par perdre leur motivation. Eh bien, souvenez-vous, une ressource non infinie mais renouvelable. Que se passe-t-il dans le cerveau et le corps lorsque nous procrastinons? Adam Grant m'a récemment partagé des données montrant que les personnes qui procrastinent sont en réalité intéressantes. La procrastination est un sujet fascinant. Les procrastinateurs accèdent à des états créatifs uniques, poussés par la nécessité. Attention à ne pas justifier la procrastination, c'est un chemin risqué. Oui, la procrastination, je veux dire, les origines de la procrastination sont compliquées et variées. Donc il est difficile de donner une seule définition concise de ce qu'est la procrastination. Mais pour vaincre la procrastination, il faut faire quelque chose de plus difficile que la tâche que tu repousses. D'accord, donne-moi quelque chose de plus compliqué. Évitez de soudainement vous lancer dans le nettoyage de votre chambre, du garage ou l'organisation de la salle de sport, quand vous devriez plutôt écrire un chapitre de votre livre, même si vous en avez envie. Trouvez une tâche plus désagréable que la rédaction de votre chapitre et consacrez-y 5 minutes. C'est comme ça que fonctionne le système de récompense à la dopamine, et que certains de ces systèmes de stress fonctionnent, Quel serait un exemple? Donnez-moi un exemple concret de cela. D'accord. Je dois écrire un chapitre sur la concentration, et, des outils pour la concentration pour mon livre. Je me rends compte que je fais tout sauf ça. Prenons ça comme un exemple amusant. Je fais tout sauf ça. Donc il faut trouver quelque chose de pire que ça. Pour moi, pire que ça, c'est tout ce qui implique un tableur. Rien que l'idée d'un tableur me donne de l'urticaire. Donc je me forcerai à faire 5 à 10 minutes de genre et vraiment créer un tableur de mes dépenses et de mes impôts, liés à, je ne sais pas, un segment de ma vie professionnelle. Je veux dire, je ne peux rien imaginer de pire à ce moment-là, qui n'implique pas de dommages physiques ou psychologiques. Donc en faisant ça, vous verrez que ça rendra l'écriture de ce chapitre de livre très accessible. C'est une descente tranquille à partir de là. Mais les gens se retrouvent à faire toutes ces choses qu'ils voudraient normalement repousser, simplement pour éviter de faire la chose la plus difficile. Donc il s'agit de comprendre que ce qui est difficile et ce que vous voulez repousser ou faire, c'est une hiérarchie dynamique. Je pense que vous pouvez voir ça comme une subordination dynamique. Je ne sais pas si ce terme vient du cosplay, de l'armée ou du bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, je ne sais pas. Je l'ai entendu quelque part, oui. Mais... Tous les endroits où tu vas le plus souvent chercher des informations. Non, c'est les ratons laveurs et les bagarres de rue. Non, aucune de ces communautés ne sont des communautés que je connais vraiment. Mais, je le disais sur le ton de la plaisanterie. Mais le point, c'est de faire quelque chose de plus difficile que la chose que tu essayes d'éviter. Maintenant, certaines personnes aiment vraiment l'exposition volontaire au froid pour cette raison. Parce que, tu sais, et là je vais vraiment... Si j'ai déjà pris des critiques, sans jeu de mots, pour l'exposition volontaire au froid, là je vais vraiment la défendre, pour la raison suivante.
Les gens qui sont vraiment passionnés par l'exercice sous différentes formes, mais pas par l'exposition volontaire au froid, aiment bien critiquer ceux qui publient des posts sur l'exposition volontaire au froid. Oh, ça ne fait rien, il n'y a pas vraiment de stimulation métabolique. D'accord, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'adrénaline, le schéma de libération d'adrénaline dans le temps, avec l'exposition volontaire au froid, c'est quelque chose de très difficile à recréer, en toute sécurité avec d'autres activités. Bien sûr, un entraînement intense va faire monter ton adrénaline et ta dopamine aussi. Mais est-ce que ça va la faire monter de la même façon que l'exposition volontaire au froid? Non. Et puis, la barrière mentale qu'il faut franchir d'un coup. Il n'y a pas 3 séries d'échauffement. Pas de marche sur le tapis roulant. C'est direct de 0 à 100 avant l'entraînement. Montre-moi la boisson pré-bain froid qui rend ça plus facile, ok? Ça s'appelle la volonté, ouais. Et maintenant, certaines personnes finissent par aimer l'exposition volontaire au froid, mais c'est généralement pour la sensation qu'ils ont après. Je pense que l'exposition volontaire au froid est très bénéfique. Cependant, personne n'est obligé de le faire. La douche froide volontaire, le bain glacé volontaire ou l'immersion volontaire dans l'eau froide est un monde à part comparé aux autres facteurs de stress auto-imposés, en raison de la rapidité avec laquelle le stress survient. C'est encore plus vrai qu'avec un sauna. C'est exact. Quand on entre dans un sauna, il faut du temps pour que le corps chauffe. Il faut du temps avant de commencer à se sentir mal à l'aise. Je veux dire, c'est donc un outil très puissant à cause de l'amplitude et du timing de l'adrénaline qu'il provoque. Comment tu penses au stress a un impact profond sur la réponse au stress. Cet article, Repenser le stress, le rôle des états d'esprit dans la détermination du stress, a effectué une série d'expériences simples. Ils ont demandé à un groupe d'écouter une conférence qui s'intitulait, je cite, « Les effets du stress sont négatifs et doivent être évités ». La conférence a abordé les effets négatifs du stress sur la performance, la santé, la vitalité, l'apprentissage, la productivité et l'incertitude. Ces informations sont avérées. Un autre groupe a écouté une conférence intitulée, je cite, « Vivre du stress améliore la santé et la vitalité ». Et là encore, ces informations sont vraies. Maintenant, je me rends compte que certains d'entre vous se demandent probablement comment se fait-il que le stress diminue la santé et la performance, et que le stress améliore aussi la santé et la performance? La réponse tient à 2 choses. Premièrement, le niveau de stress, et donc le niveau d'hormones libérées, en réponse à ce stress. Et deuxièmement, la durée pendant laquelle la réponse au stress se produit. Mais la variable clé ici, c'est que notre compréhension cognitive de ce que fait le stress influence le fait que notre physiologie prenne la direction des effets débilitants ou des effets bénéfiques du stress. Ici, les gens reçoivent des informations contradictoires sur les effets du stress. D'un côté, le message est « le stress est mauvais ». Sinon, le message est « le stress est bénéfique ». Cet article présente de nombreuses expériences variées. Mais l'une des expériences les plus intéressantes, à mon avis, est celle où ils ont étudié la performance au travail, à la fois sur des tâches dites douces. Donc, il s'agit de tâches relativement faciles, ainsi que de tâches difficiles. Et lorsque vous regardez le groupe à qui on a donné des informations sur la façon dont le stress diminue la performance dans les tâches douces, donc les tâches relativement faciles, vous ne voyez pas beaucoup de changements dans leur performance lorsque vous comparez avant et après avoir appris que le stress diminue la performance. Alors que les personnes qui apprennent que le stress est bénéfique constatent en fait une certaine amélioration de leur performance au travail, même si le défi auquel elles sont confrontées n'est pas si important. Donc encore une fois, ce que cela signifie, c'est qu'apprendre que le stress peut améliorer la performance, en fournissant aux gens de vraies informations sur la façon dont le stress peut améliorer la performance, peut augmenter la performance même dans le contexte de choses qui ne sont pas très difficiles, pas très stressantes. Encore plus intéressant, c'est que lorsque vous regardez la performance sur des tâches considérées comme difficiles et que vous comparez le groupe « le stress est nuisible », c'est-à-dire le groupe à qui on a appris que le stress est nuisible, et que vous le comparez au groupe « le stress est bénéfique », vous voyez une réponse vraiment divergente. Les personnes qui ont appris que le stress diminue la performance ne se sont pas du tout améliorées. Les personnes qui apprennent que le stress peut améliorer la performance voient leur performance s'améliorer significativement.
Gardez à l'esprit que tout ce qu'ils font, c'est apprendre que le stress peut améliorer leur performance, puis on leur donne une tâche, et ils la réalisent mieux. C'est donc assez spectaculaire, non ? Ils n'ont suivi aucune séance d'entraînement. Ils ne se sont pas entraînés sur les éléments testés entre-temps. On ne leur a pas donné d'exercice, et ils n'y ont pas consacré beaucoup de temps. Ils ont écouté un tutoriel sur comment le stress peut améliorer la performance. Et je trouve cela remarquable. Parce que cela montre que notre évaluation cognitive du stress, que nous allons tous expérimenter dans la vie, n'est-ce pas ? L'augmentation du rythme cardiaque, le rétrécissement du champ visuel, le déplacement du sang loin de la périphérie, toutes ces choses sont des caractéristiques typiques de la réponse au stress. Que nous apprenons surtout à notre époque parce qu'on en parle beaucoup dans la culture populaire. Que vous savez, tous ces mécanismes ont été mis en nous pour que nous puissions échapper au tigre à dents de sabre ou au lion qui essaie de nous manger. Soyons honnêtes, la réponse au stress existe pour de nombreuses raisons, pas seulement à cause des tigres à dents de sabre et des lions. C'est en quelque sorte une histoire que nous inventons. La réponse au stress est inhérente non seulement à nous, mais aussi à d'autres espèces, comme un moyen de nous mobiliser, soit pour fuir quelque chose, soit pour aller vers quelque chose. Nous avons besoin d'une certaine réponse au stress pour relever des défis adaptatifs. Oui, c'est vrai qu'il y a des centaines ou des milliers d'années, ces défis adaptatifs impliquaient probablement la chasse, mais ils concernaient aussi probablement des défis sociaux. Pensez-vous qu'il était facile pour les hommes et femmes des cavernes d'interagir socialement et de gérer leurs relations amoureuses, etc. Pensez-vous qu'il était facile pour eux d'élever des enfants ? Bien sûr que non. La réponse au stress existe pour de nombreuses raisons, pas seulement pour fuir les prédateurs. Ce qui est vraiment passionnant, c'est ce qui a été découvert au cours de le travail d'Alicrom et d'autres recherches menées au cours des 2 dernières décennies ont montré que la réponse au stress n'est ni bonne ni mauvaise. La réponse au stress dépend du fait que vous croyez ou non que les sensations que vous ressentez, comme l'augmentation du rythme cardiaque, le rétrécissement du champ visuel, etc., servent à améliorer ou à diminuer vos performances. Et cette étude montre vraiment que le simple fait d'apprendre que cela peut améliorer les performances peut effectivement améliorer les performances. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se disent probablement « Attendez, mais le stress, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas ?» Le stress nuit souvent à nos performances dans des situations où nous tentons d'apprendre, de nous améliorer, d'écouter mieux ou de faire quelque chose. Il est crucial de le reconnaître. Cette étude, et d'autres études similaires, ne disent pas que le stress devient agréable comme sensation dans le corps, ni qu'il conduit toujours à une amélioration des performances. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est le message principal. Cela peut parfois arriver, comme démontré dans cet article de recherche. Mais souvent, le stress diminue nos performances et nous éloigne de nos objectifs, comme nous le savons. Le stress nous éloigne des notes que nous souhaitons et nous empêche d'être à la hauteur de nos attentes, n'est-ce pas ? Personne ne souhaite avoir la peau tachetée, transpirer et avoir la voix tremblante lors de prises de parole en public. Personne ne veut de tout ça. Ce qui est important à comprendre, c'est que savoir que le stress est un moyen de mobiliser les ressources du corps fait 2 choses. Tout d'abord, cela nous permet d'atténuer ou d'ajuster la réponse au stress en temps réel. Et cela nous permet de comprendre que cette réponse au stress augmente notre niveau de concentration d'une manière qui nous permet de prêter attention aux choses qui ne vont pas, afin que nous puissions corriger ces erreurs à l'avenir. Dans une étude ERP mesurant l'activité cérébrale, les personnes ayant un état d'esprit de croissance, comparées à celles ayant un état d'esprit fixe, accordaient plus d'attention cognitive à ce qui se passait pendant et après les erreurs. Eh bien, cette idée que le stress peut améliorer l'état d'esprit est très puissante, car ce qu'elle fait, c'est qu'elle détourne l'attention de l'expérience somatique du type « Oh là là, mon rythme cardiaque s'accélère, je transpire, je tremble, je parle mal, je me sens mal, j'ai l'air mal, etc. » vers un mode où l'on consacre davantage notre réflexion à analyser pourquoi les choses pourraient mal se passer. Et il se passe aussi autre chose de puissant lorsque nous adoptons un état d'esprit qui valorise le stress. Lorsque nous adoptons un état d'esprit qui valorise le stress, il s'avère que certains des processus physiologiques même que nous appelons, entre guillemets, le stress, changent de manière importante. Certains de ces changements incluent la durée pendant laquelle l'hormone du stress, le cortisol, est libérée. En réalité, je ne veux même pas l'appeler une hormone du stress car le cortisol a de nombreuses autres fonctions. Et ce n'est pas négatif, le cortisol est essentiel. Croyez-moi, vous voulez du cortisol, surtout lorsqu'il est libéré tôt dans la journée et en réponse à des facteurs de stress aigus.
Ce que vous ne voulez pas, c'est que le cortisol reste élevé pendant de longues, très longues périodes, et vous ne voulez surtout pas qu'il interfère avec votre sommeil, d'accord ? À tel point que je me demande parfois si notre philosophie sur le stress ne devrait pas être que le stress est fantastique pour nous, sauf lorsqu'il interfère avec notre sommeil, n'est-ce pas ? Et le stress devient vraiment néfaste pour nous, lorsqu'il commence à être élevé de façon chronique, et surtout lorsqu'il commence à nuire à notre capacité à bien dormir, et suffisamment longtemps. D'accord. Donc l'idée ici, c'est que lorsque nous adoptons un état d'esprit qui valorise le stress, nous sommes capables d'avoir une libération de cortisol de plus courte durée. Nous pouvons aussi activer une augmentation du volume d'éjection systolique en situation de stress. Cela devient un peu technique, mais la quantité de sang que votre cœur peut pomper à chaque battement s'avère être un indicateur clé du stress. Paradoxalement, en situation de stress intense, malgré un besoin accru en ressources, notre volume d'éjection systolique total peut en réalité diminuer. Et nous avons tendance à diriger le sang et d'autres ressources vers le centre de notre corps et vers les membres principaux, et à les éloigner de choses comme notre cerveau et notre périphérie. Donc, l'une des mesures clés pour savoir comment se déroule une réponse au stress, entre guillemets, c'est la quantité de flux sanguin périphérique. Et lorsque nous sommes plus détendus dans des conditions de stress, il y a généralement plus de flux sanguin périphérique. Mais lorsque nous sommes plus anxieux, plus paniqués dans des conditions de stress, le flux sanguin périphérique est plus faible. Et dans une série d'expériences remarquables, Ali Crum et ses collègues ont montré que lorsque l'on nous apprend simplement que le stress peut être bénéfique, puis que l'on nous place dans un environnement stressant, soit parce que nous imaginons le stress, soit parce que nous vivons un stress réel, et que notre physiologie est ensuite mesurée, on observe que la quantité totale de sang que le cœur peut pomper à chaque battement augmente, le flux sanguin périphérique augmente, et notre capacité à maintenir la cognition, à penser clairement dans ces conditions, s'améliore. Du stress augmente, et encore une fois, la seule manipulation ici est un tutoriel sur la façon dont le stress peut être bénéfique, ce qui est essentiellement ce que je vous dis en ce moment. La molécule de testostérone et la molécule de dopamine auront une relation très étroite. Donc si quelqu'un pousse vraiment fort, gagne, oui, cela va augmenter la testostérone. Gagner augmente la testostérone. Perdre diminue la testostérone dans tous les domaines. Ils ont donc observé cela chez les traders. Plus ils gagnent d'argent, plus leur taux de testostérone augmente. Perdre, d'accord. Maintenant, voici ce qui est intéressant. J'ai réalisé un podcast avec l'éminent Robert Sapolsky, auteur de « Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcères ?» Le problème avec la testostérone, etc. Parlons des effets de la testostérone et de la dihydrotestostérone dans le cerveau. L'effet principal de ces androgènes dans le cerveau est de rendre l'effort agréable, en raison de la façon dont la testostérone et la dihydrotestostérone se lient aux récepteurs et activent certains composants de l'amygdale. On pense toujours à l'amygdale comme un centre de la peur, mais c'est un centre de détection des menaces, et il comporte de nombreuses parties différentes, y compris des parties qui vous permettent d'avancer le centre de masse en réponse à la pression. Donc, est-ce que je suggère de prendre de la testostérone exogène ? Non, c'est un choix personnel que chacun peut explorer s'il le souhaite. Mais si vous avez poussé et gagné, ou simplement poussé très fort, puis que vous avez ressenti cette chute, beaucoup de gens ont besoin de temps pour récupérer, afin de pouvoir revenir et être capable de travailler dur à nouveau. Voici ce qui est vraiment intéressant. La testostérone rend l'effort agréable. L'effort tension augmente la testostérone, donc l'athlète ou l'étudiant qui se dit ne pas avoir envie de le faire ou de rien faire. Se mettre dans une certaine mesure en avant, avec le centre de gravité vers l'avant. Je dis toujours, je crois que j'ai appris ça d'un gars de l'équipe, c'est vraiment un langage de gars d'équipe. Tu peux soit être sur tes talons, avoir les pieds à plat, ou le centre de gravité vers l'avant. Adopter cette orientation mentale avec le centre de gravité vers l'avant peut commencer à déclencher certains circuits liés à ces hormones et neuromodulateurs. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est commencer à utiliser beaucoup de facteurs exogènes, comme la caféine ou beaucoup de choses extérieures à vous, pour essayer de créer ces états, car alors vous allez encore plus épuiser votre dopamine, et ainsi de suite. Je crois que vous êtes allé chez Rogan à un moment donné, et j'ai écouté une partie de la conversation où vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé, puis que vous étiez parti en vacances, et que vous étiez tombé malade. C'est le système nerveux autonome, ça m'est aussi arrivé comme... Plusieurs fois, il existe une explication claire et un remède simple à cela, bien que ce ne soit pas évident. Raison pour laquelle beaucoup de gens vivent cette situation. De nombreuses personnes qui étudient pour les examens finaux finissent par tomber malades. S'occuper d'un proche jour et nuit.
La personne va soit mieux, soit parfois elle décède, ou peu importe ce qui arrive. Et ensuite, la personne qui s'occupait d'elle tombe malade. Pourquoi cela ? On entend toujours que le stress affaiblit le système immunitaire. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le stress active le système immunitaire. Pensez-y. Comment votre système immunitaire et vos organes immunitaires comme la rate seraient-ils quand ils sont sous pression ? Eh bien, vous pourriez avoir des bactéries ou des virus étrangers dans votre corps. Mais lorsque vous êtes en mode d'action, l'adrénaline déclenche la libération de cellules B tueuses et de cellules T depuis la rate. C'est au moment de la détente que vous ressentez enfin ce retour symétrique de la balançoire. Vous avez maintenant besoin de dormir. Donc vous foncez, et puis boum. Vous vous détendez complètement avec moi. Puis soudainement vous reniflez, et le reste s'ensuit. Il n'y a qu'une belle étude qui a été réalisée, en réponse à nul autre que Wim Hof, croyez-le ou non. Une étude scientifique publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences a comparé deux groupes. Un groupe a médité, l'autre a fait des exercices de respiration de type Wim Hof, appelé hyperventilation cyclique au laboratoire, consistant à inspirer et expirer 25 fois. Inspiration et expiration forcée. Puis bloquez votre respiration, poumon vide, pendant 15 secondes. Répétez 3 fois. Quel était l'effet ? Pourquoi vous réchauffez-vous ? L'adrénaline, parce que c'est quelque chose de très général, c'est l'adrénaline. Vous auriez pu prendre un bain glacé, adrénaline. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous crie dessus, adrénaline. Adrénaline, c'est juste de l'adrénaline. Qu'ont-ils fait ? Ils ont injecté les deux groupes de personnes avec de l'E. Colis, ils leur ont injecté de l'E. Colis. Un groupe a des nausées, vomit et se sent mal. Le groupe pratiquant l'hyperventilation cyclique de Wim Hof, aussi appelé respiration Tumo, a beaucoup moins de symptômes, voire aucun, y compris l'absence de fièvre. Alors pourquoi ? Eh bien, ils ont pu combattre l'attaque de cette bactérie. Si vous terminez une période de travail intense pendant les vacances, il est recommandé de continuer à aller dans de l'eau froide et à faire des exercices de respiration avec hyperventilation cyclique pour maintenir votre relaxation. Évitez de combiner l'hyperventilation cyclique et les apnées. Plusieurs personnes en sont décédées, car expirer beaucoup de dioxyde de carbone, le déclencheur de la respiration, peut être fatal. C'est crucial. Si vous hyperventilez, et ensuite, vous retenez votre souffle, vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps en apnée que si vous commenciez sans avoir fait cela. Pourquoi ? Vous respirez non pas par besoin d'oxygène, mais parce qu'une accumulation de dioxyde de carbone, 2, déclenche les neurones du tronc cérébral, provoquant le réflexe de halètement. Si vous éliminez tout votre dioxyde de carbone, 2, sans être un apnéiste expérimenté comme Mark Kelly qui comprend cela, vous nagerez en pensant pouvoir retenir votre souffle longtemps. Puis c'est le trou noir. Je connais des personnes dans le milieu militaire qui sont mortes en expérimentant la respiration Wim Hof ou Tumo. Ce n'est pas bon. Je pense que ce n'est tout simplement pas autorisé. Ce n'est certainement pas encouragé d'après ce que je comprends. Faites-le donc sur la terre ferme, loin de l'eau. Et l'idée ici, c'est que l'adrénaline nous protège. Vous ne souhaitez pas qu'elle s'emballe au point de perturber son sommeil. Pour bien dormir la nuit et réinitialiser votre corps, utilisez des techniques comme le repos profond sans sommeil, le bon timing de la lumière et de l'exercice. Mais si vous passez trop vite de l'action intense à une relaxation totale, votre système immunitaire et de défense va aussi s'effondrer. Et donc, vous ne serez même pas capable de combattre les plus petits ou les plus insignifiants virus et bactéries. C'est là que vous attrapez un rhume, que vous tombez malade. Vous vous dites « Enfin, je me repose, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, vous pouvez sortir progressivement de ces phases de haute intensité. Il y a en fait des gars dans les équipes maintenant qui, je pense, sont conscients de cela et commencent à y réfléchir pour divers effets. Mais mentalement, la testostérone rend l'effort plaisant. L'adrénaline nous prépare. La dopamine nous motive. De l'autre côté, il y a les neurochimies qui favorisent généralement la relaxation et l'activation parasympathique. Et celles-ci ont des noms que vous connaissez peut-être déjà, comme la sérotonine, l'ocytocine et la prolactine. La sérotonine et l'ocytocine sont des molécules qui nous font nous sentir bien, qui nous apaisent, non pas en réponse à des choses que nous sommes motivés à aller chercher, mais en réponse à ce que nous avons déjà. Alors, ça peut sembler un peu ésotérique, mais si vous prenez le temps de pratiquer la gratitude, ou que vous passez du temps avec votre chien et vos enfants, ou que vous prenez un repas,
Vous vous nourrissez avec de la nourriture que vous n'avez pas à aller chasser ou tuer, vous êtes simplement dans un moment de reconnaissance, quelques instants d'appréciation, des choses simples, le bien-être que vous ressentez, les méditations sur l'amour et la bienveillance, ce genre. Des études de neuroimagerie et des analyses sanguines montrent que certaines choses favorisent la libération de substances comme la sérotonine et l'ocytocine qui... La nature a conçu de magnifiques systèmes de poursuite et de plaisir qui sont conçus pour osciller et pour nous maintenir dans des cycles de poursuite et de plaisir au sein des relations. La phase de dopamine correspond généralement à la phase initiale. Simultanément dans ces cycles, souvent pas en même temps, généralement, la dopamine et la sérotonine sont libérées. Il y en a toujours un peu qui circulent dans notre organisme à tout moment. Mais généralement, la dopamine et l'adrénaline sont associées à la poursuite de choses qui se trouvent en dehors de ce que nous possédons immédiatement. Dans notre peau, la sérotonine concerne davantage nos possessions et les choses matérielles. Voir et tenir votre enfant favorise la libération d'ocytocine et de sérotonine. Une sensation incroyable, n'est-ce pas? Ces molécules ont mené à notre évolution en tant qu'espèce. Donc je ne minimise ni l'un ni l'autre, mais ils doivent osciller, n'est-ce pas? Au début d'une relation, il y a des périodes où les gens dorment peu. C'est comme une maladie mentale, une forme de manie. Tu es tellement excité! Tu n'as pas besoin de dormir, n'est-ce pas? Les gens sont capables de faire toutes sortes de choses, avec une fréquence et une intensité, telles qu'ils se retrouvent 2 ans plus tard dans une relation, et ils aiment la personne. C'est très chaleureux et réconfortant, mais bon, à moins qu'ils ne partent en mission et ne reviennent, ils n'ont pas ce redémarrage du système. La capacité de ressentir le manque de quelqu'un, de réinitialiser ce système de poursuite et de désir. Ces systèmes puissants ne se limitent pas aux relations amoureuses, ils concernent aussi l'école. J'ai toujours fait des cours d'été parce que je devais rattraper beaucoup de choses, vous savez, vraiment beaucoup de choses à rattraper. Mais vous savez, il y a une certaine valeur à prendre une semaine de repos et à réaliser que vous réinitialisez vraiment tous les systèmes pour la poursuite. Beaucoup de personnes ambitieuses disent comprendre leur épuisement après avoir appris le rôle de la dopamine. Elles pensent à l'épuisement des glandes surrénales. Saviez-vous qu'il n'y a pas de terme médical réel pour épuisement des glandes surrénales? On parle plutôt de syndrome d'insuffisance surrénalienne. C'est un syndrome rare, mais vous avez assez d'adrénaline stockée dans votre cerveau et votre corps pour 3 vies. Pensez à ce que les gens enduraient jadis. Je veux dire, tu parles de tout ça dans ton podcast, tu vois les images des gens et tu lis les histoires, comme quoi vous pouvez survivre aux examens, les enfants. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est tellement dans la poursuite et dans la suranalyse qu'on doit apprendre à basculer régulièrement. Ce que j'appelle la décompression délibérée, ou le repos profond sans sommeil. Il faut avoir chaque jour une pratique de 10 à 30 minutes, où tu n'es pas sur ton téléphone, où tu es dans un état sans mots, soit en faisant du yoga nidra, soit en te relaxant, sans rien regarder, sans recevoir d'informations sensorielles, sans méditer. Pas d'écriture, juste un état où tu vides ton esprit. Regarde à quel point tu reviens plus concentré et motivé. J'apprécie ça. Le téléphone et les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté. Mais l'un des problèmes est qu'on remplit notre temps libre avec encore plus d'informations sensorielles. Ce qui ne nous permet pas cette décompression délibérée. Ça ne nous le permet pas. Comme le dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Eh bien, un film en vaut 1 million. Maintenant, je peux faire défiler des millions de vidéos rapidement, submergeant le système de dopamine. Pas besoin d'être tout le temps loin de nos téléphones, juste prendre un moment, chaque jour, pour se décompresser délibérément, à n'importe quel moment, pour mieux se concentrer. La dopamine reçue sur Instagram au début donne un aperçu de l'addiction. Si tu n'es pas un addict, tu pourras compatir avec les addicts de différents types. Quand tu découvres les réseaux sociaux, tu es excité par la nouveauté, comme un nouveau podcast sorti par toi, Joe ou quelqu'un d'autre. Oui, tu sais, tu es excité. L'excitation que tu ressens, c'est la dopamine. Mais attention, si tu te retrouves à agir sans vraiment savoir pourquoi, je ne ressens plus rien, c'est comme... C'est quoi ça? Chris, eh bien, là il y a une histoire marrante, parce que c'est du nouveau. Mais ce truc de Chris Rock, où il parle de, tu sais, quand tu poignardes quelqu'un, et que ton cœur n'y est plus. C'est un peu ça, non? Je crois que c'était lui. Tu es un peu comme ça, genre. Ouais, ton cœur n'y est plus. Tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. Tu ne prends même plus de plaisir, mais tu continues, comme un rat qui appuie sur un levier. Le système de dopamine a été épuisé. Il te faut donc un peu de temps loin de ça. 10 minutes ou 10 jours, puis ça redevient agréable. C'est vrai pour les relations et l'exercice. Il faut s'entraîner dur et souvent.
Mais trop s'entraîner empêche d'apporter l'intensité nécessaire pour obtenir le stimulus permettant de s'adapter, ce qui mène à la stagnation ou la régression. À quoi ressemble ta routine du matin en ce moment? Ma routine du matin, c'est me réveiller. Si je vais courir, à peu près à quelle heure? Je me réveille en ce moment, vers 6h ou 6h30 du matin. J'essaye de me coucher vers 22h30. Parfois c'est 23h, parfois c'est 22h. Je me réveille. Et je dois faire attention ici. Parce que chaque fois que j'ai décrit ma routine avec un peu de détail, les gens disent toujours « Je n'arrive pas à croire que tu ne vas pas aux toilettes ». Bien sûr que si, Donc je ne fais pas dans mon pantalon, évidemment. Pied droit, pied gauche. Donc je veux être clair. Oui, je m'occupe de mes fonctions de base. Mais quand je me réveille, je file directement vers la lumière du soleil. Je vais prendre la lumière du soleil dans les yeux, et probablement répéter ça jusqu'à ma tombe. Alors pardonnez-moi si certains m'ont déjà entendu le dire, mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre sommeil, votre énergie, votre humeur, votre vigilance, votre métabolisme, c'est de prendre la lumière naturelle dans les yeux tôt dans la journée. Pas besoin de lunettes de soleil, cela prend environ 10 minutes. Si vous vivez dans une région nuageuse, comme le Royaume-Uni, vous devrez peut-être recourir à une lumière artificielle intense tôt dans la journée pour remplacer la lumière naturelle. Mais dans la mesure du possible, exposez vos yeux à une lumière naturelle intense. Sans lunettes de soleil, les lentilles de contact et les lunettes de vue conviennent. Ne le faites pas à travers une fenêtre ou un pare-brise, cela prendrait trop de temps. Cela déclenche de nombreuses cascades neurobiologiques et hormonales. Cela réduit le stress tard le soir, compense le cortisol et apporte de nombreux autres bénéfices pour votre santé. Je comprends. Et oui, c'est bien cette marche. Faire une petite marche ou une promenade, parfois juste dans le jardin pour prendre un café et profiter de la moindre lumière du soleil à travers les nuages par temps gris ou couverts. La durée peut varier de quelques minutes à 20 ou 30 minutes, selon l'ensoleillement de la journée. Mais en réalité, les études sérieuses, menées sur des humains, à ce sujet, disent d'essayer d'obtenir autant de lumière naturelle que possible le matin, peu importe à quelle heure cela correspond pour vous. Particulièrement durant les 3 premières heures après le réveil. Si possible, travaillez à l'extérieur ou près d'une fenêtre. C'est préférable à une salle de conférence sombre. C'est mieux, mais sortir serait fantastique si possible. Donc, je prends le soleil, je m'hydrate, je bois de l'eau, et ensuite le maté est ma forme préférée de caféine. Tu attends? Depuis combien de temps tu attends? 90 à 120 minutes. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps, avec la lumière dans les yeux? Qu'est-ce que tu as fait entre ça et le maté? 90 minutes. Je fais tout ce que je peux pour ne pas faire d'email, ne pas aller sur les réseaux sociaux, et m'occuper de quelques tâches essentielles. En ce moment, j'ai cette obsession d'essayer de faire une chose cognitivement difficile par jour. Et une chose physiquement difficile par jour aussi. Ce n'est pas un effort physique extrême, pas des entraînements au niveau de David Goggins ou quoi que ce soit, mais dans cette idée-là. Pendant 90 minutes, je lis généralement un article de recherche en entier, où je travaille sur un document, comme une demande de subvention, un article scientifique ou la préparation d'un podcast. J'essaie de mettre mon cerveau en mode linéaire. J'essaie de réduire cette ouverture, parce que si je ne le fais pas, la distraction créée par les réseaux sociaux et les interactions avec les autres peut se répandre dans le reste de la journée. Donc je n'essaye pas forcément de terminer quelque chose pendant ce temps, mais j'essaye de faire quelque chose de stimulant, ce qui me procure beaucoup de plaisir. Je lutte contre des difficultés mentales, une habitude que j'ai développée depuis mes années à l'université, quand j'avais environ 19 ans et que je me suis mis sérieusement à étudier. J'ai vraiment commencé à ressentir ce plaisir profond, du genre « j'ai compris ça » ou « c'était vraiment difficile ». Je ne réussis pas toujours, mais c'est ce que je fais pendant 7 heures à 1h30. Mais je l'avoue, parfois je vais me promener pendant ce temps et peut-être discuter de certaines choses qui sont difficiles, vous savez, ou il m'arrive parfois de sauter une journée de ce défi cognitif par paresse. Ensuite, je prends de la caféine 90 à 120 minutes plus tard. Après le réveil, et même si je préfère m'entraîner plus tôt, en général je fais ensuite une sorte d'entraînement physique. J'ai une routine très régulière, je fais ça depuis 30 ans. Où je fais de la musculation pendant 45 minutes à 1 heure tous les 2 jours, et parfois je prends un jour de repos supplémentaire, et parfois
À cause des voyages ou d'autres engagements, il m'arrive de m'entraîner 2 jours de suite, puis de prendre 2 jours de repos, donc c'est vraiment ennuyeux. Vous savez, parler des plannings d'entraînement, mais c'est vraiment simple, c'est comme, vous voyez, je fais une sorte de journée de poussée. Routine d'entraînement, tirage, pompe, haut du corps, repos, jambes, cycle sur 1 semaine avec 2 jours de repos. Pendant les jours de repos, fais-tu une sorte de zone 3? Je fais toujours du jogging ou de la corde à sauter, ce sont mes formes de cardio préférées. Je nage parfois, mais je cours généralement 30 à 45 minutes. Ou si je me sens paresseux, car je trouve les exercices intenses plus faciles que ceux de longue durée. Je porte parfois un gilet lesté. Un gilet lesté de 15 à 25 kg pour une course plus courte. Ou alors je suis fan de Ben Patrick, genoux au-dessus des orteils. On était au Costa Rica avec lui et sa femme, super moment et beaucoup appris. Je fais aussi de la marche en arrière, en montée ou avec le gilet lesté. Pour ça. Parfois, on prend des bandes élastiques et on tape, donc il y a une super façon de combiner tout ça. Parfois, on met 2 personnes dans une de ces grosses bandes et on fait des marches en montée le matin, tout en prenant notre dose de soleil. Oui, mais ça, je ne considère pas vraiment ça comme un entraînement. Je vois ça comme un mouvement de rééducation. Les jours de repos, je fais du cardio, le matin ou le soir. Je préfère faire de la musculation en début de journée. J'aime être caféiné et écouter de la musique forte et rapide pendant l'entraînement. La plupart du temps, pas toujours, je laisse mon téléphone de côté ou éteint pendant la plupart de mes séances d'entraînement. Des podcasts peut-être en courant, mais je me concentre sur l'entraînement quand je fais du sport. Les séances de musculation commencent par 10 minutes d'échauffement, puis pas plus de 40 à 50 minutes de travail intense. Si je m'entraîne dur plus longtemps, je ne récupère pas assez pour revenir quelques jours plus tard. En m'entraînant ainsi, je progresse généralement de manière régulière. Et tu vas jusqu'à quoi? Probablement 10h, 30, 11h du matin, quelque chose comme ça. Oui. Et ensuite, je prends mon premier vrai repas. Parfois, il m'arrive de me réveiller vraiment affamé si je n'ai pas bien mangé la veille au soir. Mais en général, après l'entraînement, oui, je mange. J'aime bien prendre des flocons d'avoine après l'entraînement, des flocons d'avoine, des fruits, un peu d'huile de poisson, une boisson protéinée. Et puis peut-être 90 à 120 minutes après ça, je prends un vrai déjeuner. Mon déjeuner est généralement le plus gros repas de la journée. Si je fais comme je veux, ce sera un steak, une salade, peut-être un peu plus de féculents, même si j'en ai déjà pris plus tôt. Oui, des noix du Brésil. Et ce repas peut parfois durer de plus en plus longtemps. J'adore ça, j'adore manger. Oui. Donc je mange, et puis je l'avoue, en général je retravaille un peu pendant environ 30 minutes, ou 1 heure, souvent des emails, et ensuite je fais une sieste de 10 à 30 minutes. Sieste yoga nidra ou une sieste, puis je reviens rafraîchi. J'ai du mal avec les siestes. Je reviens après ça et mes émotions sont partout. Je suis désorienté. C'est peut-être parce que j'ai du mal à m'endormir rapidement et je prolonge cette période plus que nécessaire. Je devrais essayer le yoga nidra, mais je suis complètement perdu si je fais ça. Je me réveille sans savoir quel jour on est et mes émotions sont un peu déréglées aussi. Je me réveille en de mauvaise humeur. Parfois. On me dit que ça va. Mais il y a eu quelques fois où je me suis réveillé vraiment en colère. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Je ne connais rien à la neurochimie de la sieste. Parfois, je me réveille de siestes agréables, surtout si elles sont faites assez tôt dans la journée. Ensuite, je prends un bon double expresso et me remets au travail, la partie la plus difficile de la journée. En fait, si j'étais bien organisé le matin, il est préférable d'essayer d'accomplir quelque chose de vraiment utile entre 14h et 15h. Sur le plan cognitif, certains pourraient regarder ça et se demander quand est-ce que tu travailles vraiment, vu que tu ne travailles qu'1 heure le matin, 30 minutes à un autre moment, puis 1 heure l'après-midi. Mais il s'agit vraiment de la profondeur de la tranchée et de l'intensité du travail, lorsque tu t'y mets. J'adore faire de l'exercice, notamment de la musculation et de la course. Je sais que cela peut sembler étrange pour certains, mais c'est une véritable passion pour moi. Je ne fais pas partie de ces personnes qui n'aiment pas l'expérience de faire de l'exercice, mais qui aiment la sensation après, entre guillemets. Je l'entends souvent. Je n'aime pas faire de l'exercice, mais j'adore comment je me sens après. J'adore l'entraînement physique, et j'adore la sensation que j'ai après, mais ce que j'aime surtout, c'est la sensation pendant. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui aime faire des choses difficiles tout le temps. Il y a plein de choses difficiles dans la vie que je redoute, ou qui me laissent plutôt indifférent.
Mais pour moi, l'exercice intense, un certain type d'exercice difficile, l'entraînement en résistance, et la course en particulier, me procurent tous les deux un vrai plaisir. J'adore ce type de sensation. Oui, cette sensation dure assez longtemps après pour moi, à cause de l'impact sur ma neurochimie, mais aussi pour mon sentiment de satisfaction. J'aime simplement ça. Il y a des années, j'ai découvert que si je bois une tasse de café noir, un americano, un double expresso ou un peu de yerba maté, mes séances d'entraînement peuvent être beaucoup plus intenses. Je peux courir plus loin. Et puis j'ai aussi découvert que si je prenais une boisson énergisante pré-entraînement, ou si je prenais, disons, 300 mg d'alpha-glycérylphosphorylcholine, et 500 mg de phényléthylamine, et peut-être même 500 mg de L-tyrosine, et que je faisais cela en même temps que la caféine et le yerba maté, alors oui, absolument. J'adorais ces séances d'entraînement. Je pouvais me concentrer intensément. Je pouvais fournir encore plus d'efforts, mettre de la musique, et je pouvais atteindre des performances encore meilleures. Et puis j'ai aussi découvert que je pouvais appliquer ce protocole de caféine, de maté et de divers compléments à mon travail cognitif. Donc, que ce soit en étudiant, en rédigeant des articles ou des demandes de subventions, ou en passant de longues heures au laboratoire à faire des expériences, à couper et colorer des tissus cérébraux, j'étais très occupé. Et j'ai découvert que toutes ces choses, tous ces comportements, combinés à mon amour pour l'exercice et ma passion pour la science, et me donnaient ces grands pics dans ce qui, pour moi, ressemblait même à des expériences importantes. Elles étaient différentes de tout le reste. Elles étaient vraiment intenses par nature, ce qui était génial. Et cela a effectivement amélioré mes performances. Cependant, même si cela n'a pas créé de dépendance à ces différentes substances, caféine, compléments, etc., ce que j'ai remarqué, c'est que, dans les jours et parfois les week-ends qui suivaient, même si pendant une grande partie de ma carrière, je l'avoue, j'ai aussi travaillé les week-ends, je remarquais que je traversais une véritable baisse d'énergie. Je ne me sentais tout simplement pas très bien. Et puis, si je continuais ces comportements de façon régulière et que j'ajoutais constamment ces autres comportements et substances, appelons-les pour ce qu'ils sont, des comportements ou substances qui libèrent ou stimulent la dopamine, mon enthousiasme pour l'entraînement physique, la course ou la réalisation d'expériences commençait en fait à diminuer. Cela m'a vraiment découragé à l'époque, me faisant penser que j'étais épuisé, peut-être même atteint d'un épuisement des glandes surrénales, ce qui n'existe pas en réalité. Vos glandes surrénales ne s'épuisent pas. Il existe un syndrome appelé insuffisance surrénalienne. Vous pouvez surstimuler votre système en produisant trop d'adrénaline, d'épinéphrine et de norépinéphrine. Mais c'est une chose différente. L'épuisement surrénalien n'est pas un phénomène reconnu, contrairement à ce que je pensais. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment épuisé, et il est maintenant clair pour moi ce que je faisais. Je combinais trop de comportements et de substances qui libèrent ou stimulent l'entaillé la dopamine, pour des choses que j'aimais déjà faire, à savoir l'exercice physique et les expériences, tout ce qui touche à la science, en fait. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut éviter de prendre ou de faire des choses qui amplifient votre taux de dopamine, mais il faut être très prudent quant à la fréquence à laquelle on le fait et au nombre de comportements ou de composés stimulants de la dopamine que l'on combine, surtout lorsqu'il s'agit de les prendre ou de les combiner autour d'activités que l'on aime déjà vraiment faire. J'étais en fait en train de recréer une autre version des enfants à la maternelle ou en cours préparatoire avec l'expérience de l'étoile dorée. Je faisais en gros exactement la même chose. Et quand je m'en suis rendu compte et que j'ai changé ma relation à ces composés, je ne les ai pas complètement éliminés. Mais j'ai commencé à réaliser par exemple que je n'avais pas besoin de doubler le maté et le café à chaque séance d'entraînement. Je prenais parfois l'un, parfois l'autre. En fait, je fais toujours soit l'un, soit l'autre. Il est rare que je fasse une quelconque activité physique sans prendre un peu de caféine avant. Et je fais généralement mon entraînement physique tôt dans la journée. Donc ça va. Ça n'interfère pas avec mon sommeil. Je fais parfois des randonnées sans caféine, mais j'en prends pour la musculation. J'ai tendance à boire du café ou du maté avant. Ou alors, environ une fois toutes les 2 à 3 séances, généralement toutes les 3, je prends 300 mg d'alpha-glycérylphosphorylcholine. Peut-être de temps en temps, peut-être toutes les 3 ou 4 séances d'entraînement. Je précise qu'il s'agit de musculation, pas de course à pied. Je prends 500 mg de L-tyrosine, ou plus souvent, 500 mg de phényléthylamine. Très rarement, peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois,
Je combine toutes ces choses avant une séance d'entraînement. Mais bien sûr, je fais toujours attention à inclure aussi des séances d'entraînement, des courses ou des périodes de travail cognitif. Donc cela peut être la rédaction de subventions, la préparation d'un podcast, etc., où je ne fais rien avant. Peut-être juste ma caféine, car comme beaucoup, j'en ai besoin quotidiennement pour fonctionner. Il existe un niveau de base de caféine, permettant aux consommateurs réguliers de simplement fonctionner, comme évoqué dans l'épisode dédié à la caféine. Mais l'essentiel ici, c'est d'être prudent. Je dirais qu'il faut être très prudent avec l'accumulation et la superposition de trop de comportements qui induisent dans des pics de dopamine. Tout cela simultanément et régulièrement. Le point clé ici, c'est que si vous êtes quelqu'un qui peut s'engager dans ces activités qui vous procurent une joie intrinsèque, ces activités pour lesquelles vous êtes vraiment motivé, que ce soit le ski, jouer de la musique, danser, etc., sans avoir besoin d'ajouter d'autres mécanismes, composés ou activités qui libèrent de la dopamine, alors je vous recommande vivement de continuer ainsi, car vous faites alors partie de ces rares personnes chanceuses, qui n'ont pas besoin de stimuli supplémentaires, et qui peuvent donc conserver ce plaisir intrinsèque, et cette motivation à s'engager dans ces comportements sur le long terme, ce qui franchement n'a pas d'équivalent. Il n'existe aucune pilule, aucune bouteille, aucune potion, aucun discours de motivation, aucun podcast ni aucun livre qui puisse remplacer la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque est peut-être le saint graal de toutes les entreprises et comportements humains, car elle englobe une grande partie de ce qui nous a amenés à ce stade de l'évolution de notre espèce, mais aussi ce qui rapproche chacun d'entre nous de ses objectifs. Et si cela se produit avec du plaisir, sans avoir besoin d'ajouter d'autres outils, alors là, vous avez vraiment touché à la source. Et quand je parle de la source, je ne veux pas dire cela d'une manière mystique. Je pense qu'il est maintenant assez clair que, lorsque nous entendons parler du chi dans la médecine orientale, ou que nous parlons de motivation, de volonté et de poursuite dans le langage neurobiologique occidental en lien avec la dopamine, ou encore lorsque nous évoquons la source, peut-être dans mon épisode de podcast avec l'unique Rick Rubin, producteur de musique incroyablement productif avec un parcours créatif hors du commun, et qu'il parle de la source, nous parlons en réalité de la même chose. Il s'agit de cet ensemble de circuits en nous qui nous permet d'identifier ce que nous voulons, puis de nous engager dans l'effort, et de le faire de manière persistante afin d'atteindre nos objectifs. Et si nous pouvons faire cela avec un sentiment intrinsèque de plaisir, eh bien, c'est tout simplement magique.